Bienvenue à cette présentation sur le cerveau et l'apprentissage des sciences. L'idée directrice de cette présentation va être la suivante. Je vais essayer de vous montrer par le biais de différentes recherches établissant des liens entre le cerveau et l'apprentissage des sciences qui semblerait que les conceptions erronées, les conceptions spontanées des élèves ne disparaissent peut-être jamais de leur cerveau. Pour discuter de cette question, on va aborder en fait trois éléments. Le premier, on va examiner ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on apprend. Deuxièmement, de façon plus précise, on va examiner ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on apprend les sciences. Et troisièmement, on va examiner ce qui se passe dans le cerveau des élèves lorsqu'on leur enseigne les sciences. Donc d'abord, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on apprend? Les recherches sur le cerveau des dernières années nous ont apporté de nombreuses connaissances nouvelles et particulièrement intéressantes pour le domaine de l'éducation. L'une de ces connaissances, c'est qu'on sait aujourd'hui que le cerveau est relativement spécialisé, c'est-à-dire que différentes régions du cerveau accomplissent différentes fonctions cognitives et en interagissant les unes avec les autres, ces régions permettent d'accomplir des tâches complexes comme lire, compter ou même résoudre des problèmes en sciences. Sur l'image, ici, on voit que certaines régions sont associées à l'audition, d'autres à la vision, d'autres aux perceptions spatiales, au mouvement et même à la planification et au contrôle dans une région qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est situé juste derrière votre front. Une autre connaissance très intéressante sur le cerveau qu'on a, c'est que non seulement le cerveau comporte des régions plutôt spécialisées, mais on sait que le cerveau est constitué de neurones qui sont interconnectés les unes aux autres et que les connexions entre les neurones peuvent être modifiées grâce à l'apprentissage. Donc que l'apprentissage ne fait pas simplement modifier le comportement de l'élève, ni même pas juste sa mémoire à long terme, à court terme, mais que l'apprentissage modifie carrément la façon dont les neurones sont interconnectés. Et cette propriété, on l'appelle la plasticité. Sur la vidéo, ici, on voit comme du mouvement, et ce mouvement-là représente en fait des mouvements de protéines qui serviront à venir prolonger, par exemple, des neurones pour se connecter à certains neurones voisins. Donc, lorsqu'on apprend, dans notre cerveau, littéralement, ça change, la structure du cerveau change, ou plus précisément, les connexions entre les neurones changent. Il y a de nouvelles connexions qui peuvent se créer, il y a des connexions existantes qui peuvent devenir plus fortes ou moins fortes, et il arrive parfois aussi que les neurones peuvent se déconnecter par un processus qu'on appelle l'élagage. Et tout ça grâce à l'apprentissage. Donc ce n'est pas, ces modifications au niveau de la structure du cerveau ne dépendent pas, pas, pas seulement d'un bagage génétique ou d'une séquence de développement préprogrammé, mais dépendent de l'interaction qu'a l'individu avec son environnement. Donc, les connexions entre les neurones changent, mais quel est le mécanisme qui explique de quelle façon ces connexions peuvent changer? Et le mécanisme se résume par une phrase qui est les neurones qui s'activent ensemble vont se connecter ensemble. C'est-à-dire que si on a des neurones qui sont assez près, qui sont voisins, qui sont assez près les uns des autres, et que ces neurones-là, de façon répétée, s'activent simultanément, progressivement, il va y avoir toutes sortes de processus biochimiques qui vont se mettre en place, ce qui va faire en sorte que les neurones vont se connecter et que la force de ces connexions-là va se trouver augmentée au fur et à mesure que ces activations simultanées vont avoir lieu. Si bien que l'activité d'un neurone A, qu'on va appeler A, à activer le neurone B, s'en trouve augmentée grâce à cette activation simultanée et répétée. Et là, c'est un principe qui est très intéressant
parce que ça va nous servir à expliquer comment se produit l'apprentissage des sciences et ça va aider aussi à mieux comprendre pourquoi peut-être les conceptions des élèves ne disparaissent jamais de leur cerveau. Donc, l'apprentissage change le cerveau. Une analogie intéressante pour bien comprendre comment ces modifications cérébrales s'établissent est de comparer le cerveau à une forêt. Imaginez une forêt où il y a plusieurs arbres, des arbustes, des branches, de l'herbe. Lorsqu'on passe dans cette forêt-là, on va bien sûr casser des branches, écraser des feuilles, de l'herbe, et progressivement, à force de passer par le même chemin, il va y avoir, comme on voit sur cette image, un sentier qui va se tracer progressivement. Et ce sentier va nous permettre de nous déplacer plus rapidement, plus efficacement du point A au point B. Le cerveau est un peu comme cette forêt. Les neurones sont interconnectés et il y a des réseaux de neurones qui vont se créer, qui sont en quelque sorte des chemins. Et plus on va utiliser ces chemins-là, plus les neurones vont s'interconnecter et plus l'activation de ces réseaux de neurones-là vont s'avérer facile et efficace. Comme si on avait dans une forêt des sentiers, voire des autoroutes principales qui nous permettent de se déplacer. Donc, quand l'élève arrive à son premier cours de sciences, il a déjà des réseaux de neurones, des sentiers déjà tracés dans sa forêt. Des sentiers qui découlent à la fois de son expérience avec l'environnement, donc son interaction avec la nature, mais qui découlent aussi de toutes sortes de mécanismes spontanés qui permettent d'interagir à la fois avec ses pairs, mais aussi avec l'environnement. Donc, l'élève qui arrive dans le cours de sciences a déjà des chemins pré-tracés. Et ces chemins-là, il y a beaucoup de recherches qui mènent à dire que ces chemins-là font en sorte que, à vrai dire, il n'y a pas beaucoup de recherches qui proposent cette hypothèse-là, ce lien entre les chemins et les conceptions, mais il y a beaucoup de recherches qui montrent que les élèves, avant même leur premier cours de sciences, ont des conceptions qui s'opposent au savoir scientifique qu'on cherche à enseigner. Et que ces conceptions sont non seulement erronées, du moins dans certains contextes, mais elles sont aussi difficiles à changer. Nous, on pense que si les conceptions existent et qu'elles sont difficiles à changer, c'est parce qu'elles reposent sur des réseaux de neurones, des chemins qui sont bien établis et qu'il s'avère difficile de les défaire. À vrai dire, nous, on fait l'hypothèse qu'il s'avère impossible d'effacer ou de transformer radicalement les réseaux de neurones dans le cerveau qui sont en lien avec la production de préconceptions, de fausses conceptions chez les élèves. Donc, ceci dit, allons-y plus précisément sur ce qui se passe maintenant lorsqu'on apprend les sciences. Donc, on a vu comment les neurones vont se connecter, s'interconnecter, modifier leurs connexions suite à l'apprentissage, mais au niveau de l'apprentissage des sciences plus spécifiquement. Une première recherche qui a essayé d'établir des liens entre le cerveau et l'apprentissage des sciences est une recherche menée en 2000 qui a essayé d'examiner s'il y avait des liens entre la maturité cérébrale et la capacité d'apprendre les sciences. Donc, une recherche menée en 2000, et ce qu'ils ont fait, se sont dit, le cortex préfrontal est l'une des régions qui devient mature le plus tard dans le développement. À vrai dire, le cerveau de l'adolescent n'est pas complètement mature, et en particulier dans ce cortex préfrontal qui en fait ne devient mature qu'à la fin de l'adolescence, voire au début de l'âge adulte. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont examiné, à partir de la littérature de recherche en neurosciences, quelles sont les habiletés cognitives ou les fonctions cognitives qui semblent liées à des activités dans le cortex préfrontal. Et ils en ont cerné 4. D'abord, l'inhibition, dont je vais vous parler un petit peu plus tard en détail, parce qu'il semblerait que c'est une capacité fondamentale au niveau de l'apprentissage des sciences, donc l'inhibition, la capacité de planifier d'avance certaines choses, la capacité de discerner des figures, et aussi la capacité de la mémoire de travail.
Et là, on observe sur ce graphique-là les résultats obtenus pour chacune de ces fonctions cognitives-là. Et on a pris des mesures avec des groupes d'élèves de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans et de 16 ans. Et ce qu'on observe, c'est qu'en général, on observe une amélioration, une augmentation des capacités de chacune des régions cérébrales associées avec le cortex préfrontal. Et bien sûr, on s'attendait à ce résultat-là parce que le cortex préfrontal se développe encore au cours de l'adolescence. En plus de cette mesure des capacités, des habiletés du cortex préfrontal, ils ont aussi mesuré la capacité de raisonnement scientifique des élèves, mais aussi leur capacité de s'améliorer, d'apprendre des concepts liés à la pression de l'air. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait passer un pré-test, une séquence d'enseignement sur la pression de l'air et un post-test, ce qui a permis de mesurer le gain conceptuel, c'est-à-dire l'écart entre le post-test et le pré-test. Et là, ils ont essayé de voir, est-ce que ces fonctions cérébrales associées au cortex préfrontal sont liées au raisonnement scientifique et à l'acquisition de concepts. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que non seulement ces fonctions cognitives sont très liées à la capacité de raisonner de façon scientifique et à la capacité de comprendre certains concepts scientifiques, mais ils ont observé que l'inhibition est la variable qui permet le plus de prédire le résultat obtenu au test de raisonnement scientifique. Et que l'inhibition, en fait, est un meilleur prédicteur que même l'âge des sujets. À vrai dire, l'inhibition expliquait jusqu'à 30% de la variance entre les élèves au niveau du raisonnement scientifique. Et au niveau du gain conceptuel, donc de la capacité à apprendre des sciences, à mieux comprendre, à améliorer plutôt notre compréhension des concepts scientifiques, ce qu'on observe, c'est qu'encore une fois, l'inhibition est le meilleur prédicteur de la capacité à s'améliorer, à améliorer notre compréhension du concept de pression de l'air. À vrai dire, l'inhibition est un meilleur prédicteur que l'âge des élèves, mais c'est aussi un meilleur prédicteur que le niveau de raisonnement scientifique. Donc, si on a à évaluer, si on souhaite prédire quel élève va s'améliorer, va augmenter sa compréhension du concept de pression de l'air, il va être plus utile de connaître sa capacité d'inhibition que de connaître sa capacité de raisonner de façon scientifique, ce qui est tout à fait surprenant. Mais qu'est-ce au juste que ce concept d'inhibition? Dans la vie de tous les jours, l'inhibition est quelque chose d'un peu négatif. Lorsqu'on parle de quelqu'un d'inhibé, on va parler de quelqu'un qui est réservé, qui n'exprime pas ce qu'il pense dans sa tête, donc quelqu'un de plutôt timide. Au niveau du fonctionnement cérébral, on ne parle pas vraiment de cette inhibition négative, mais plutôt d'une inhibition positive. Une inhibition qui sert à contrôler, à bloquer des réflexes spontanés ou des réflexions spontanées ou des réponses spontanées qu'on pourrait donner à différentes questions. Plus précisément, au niveau cérébral, le cerveau, comme vous le savez, est constitué de neurones. Ces neurones, comme on l'a dit, sont interconnectés les uns aux autres. Et la façon dont les neurones communiquent les uns avec les autres, c'est plutôt simple. C'est que les neurones relâchent des neurotransmetteurs à un endroit qu'on appelle la synapse, qui est l'endroit où les neurones ont ça veut dire c'est l'endroit où il y a la jonction entre les différents neurones. Les neurones peuvent se toucher, mais la plupart du temps, il y a un petit espace entre les deux qu'on appelle justement la synapse. Et donc, le neurone peut relâcher des neurotransmetteurs excitateurs qui vont venir contribuer à l'activation d'un neurone. Et s'il y a assez de contributions en neurotransmetteurs inhibiteurs, on va dépasser un certain seuil et le neurone cible va effectivement s'activer. Par contre, les neurones peuvent aussi relâcher des neurotransmetteurs inhibiteurs cette fois. Et
comme vous en doutez, les neurotransmetteurs inhibiteurs vont venir plutôt nuire à l'activation du neurone. Il va falloir une contribution encore plus importante en neurotransmetteurs excitateurs s'il y a des neurotransmetteurs inhibiteurs qui sont également en jeu. Donc, c'est comme une façon, pour certains neurones, d'empêcher l'activation de d'autres neurones ou de d'autres réseaux de neurones qui, par ailleurs, seraient activés s'il n'y avait pas ce processus d'inhibition-là. Donc, l'inhibition, c'est quoi? C'est désactiver des réseaux de neurones. C'est, autrement dit, bloquer, contrôler des réflexes spontanés et là, bloquer, contrôler aussi des fausses conceptions. Donc, bloquer la tendance qu'ont les élèves de croire que les objets plus lourds tombent plus rapidement, de croire qu'un seul fil est nécessaire pour allumer une ampoule, ou de croire que l'été il fait plus chaud parce que le soleil est plus près de la Terre. Donc, pour bloquer cette tendance-là quasi naturelle du cerveau, il va falloir recourir à l'inhibition, justement. C'est ce qui nous a amené, à vrai dire, à formuler l'hypothèse selon laquelle l'inhibition jouerait un rôle dans les processus de changement conceptuel, donc dans les processus qui servent à faire évoluer les conceptions des élèves. Plus précisément, on a fait l'hypothèse qu'il existe dans le cerveau, c'est-à-dire que les conceptions reposent peut-être sur des réseaux neuronaux qui sont plutôt permanents, qu'on ne pourra pas déconnecter, qu'on ne pourra pas radicalement transformer, qu'on ne pourra pas remplacer par de nouveaux réseaux. Pourquoi? Soit parce qu'ils sont renforcés dans la vie de tous les jours, ces réseaux de neurones-là, ou soit parce que, à vrai dire, les fausses conceptions sont construites à partir de mécanismes spontanés d'interprétation. Donc, l'élève qui essaie d'interpréter comment la nature fonctionne, va utiliser des outils cognitifs, des outils cérébraux qui sont dans son cerveau, et il va les utiliser, ce qui va l'amener à formuler des réponses à des questions, des explications à des problèmes d'ordre scientifique. Mais que peut-être ces mécanismes spontanés-là, qui ne sont pas seulement utilisés en sciences, mais peut-être dans d'autres domaines, comme ils sont constamment utilisés et qu'ils peuvent s'avérer fort utiles dans plusieurs contextes, il ne sera pas possible de déconnecter les réseaux de neurones en lien avec l'apprentissage des sciences. Donc, cette hypothèse-là nous a amené à faire une première recherche qui visait à examiner si les experts en sciences possèdent toujours une conception erronée en électricité, conception qu'ils doivent donc inhiber. Donc, on s'est dit, si les conceptions ne disparaissent jamais du cerveau, même chez l'expert en sciences, il devrait y avoir des fausses conceptions, mais comme l'expert en sciences arrive à répondre de façon scientifique, mais peut-être qu'il va devoir inhiber, contrôler, désactiver ces fausses conceptions toujours encodées dans leur cerveau pour finalement réussir à répondre de façon scientifique. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une technologie qui s'appelle l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, qui est un appareil extraordinaire qui nous permet de voir ce qui se passe dans la tête des gens lorsqu'ils accomplissent une certaine tâche. Cette tâche, ça peut être lire des mots, compter ou même résoudre des problèmes en sciences. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Donc, pendant que les individus sont couchés dans l'appareil, on peut leur présenter des images et on peut, par rapport à ces images-là, leur demander de répondre à des questions et eux, en appuyant sur des boutons, sur une manette qui contient des boutons, ils peuvent répondre à ces questions-là. Alors, on a recruté des novices et des experts et on a voulu comparer l'activité cérébrale des experts et des novices en ayant l'hypothèse que si les experts ont toujours de fausses conceptions, ils devraient mobiliser davantage des régions cérébrales liées à l'inhibition qui sont situées dans le cortex préfrontal. Je vais vous en parler dans quelques instants. Donc, des novices qui avaient de fausses conceptions et des experts qui n'avaient pas de fausses conceptions. Donc, on pourrait penser que ces experts-là n'ont pas besoin d'inhiber quoi que ce soit, mais qu'en fait, s'ils ont des fausses conceptions, ils devraient avoir besoin d'inhiber leurs fausses conceptions. Ils devraient observer ça sur les images de leur activité cérébrale.
Et là, dans la tâche, il y avait toutes sortes de circuits électriques, mais tous ces circuits électriques-là tournaient autour de la fausse conception selon laquelle pardon, un seul fil est suffisant pour allumer une ampoule. Donc, on a un exemple de ce circuit électrique-là et on demandait aux participants de dire si le circuit présenté est correct ou incorrect. Dans ce cas-ci, comme il y a un seul fil qui lie une ampoule à la pile, cette ampoule-là ne devrait pas s'allumer. Donc, ce circuit électrique-là est scientifiquement incorrect. Par contre, ce circuit-là est associé à une fausse conception, qui est de croire que c'est normal que ça s'allume parce qu'il y a au moins un fil qui lie l'ampoule à la pile. Donc, on a présenté toutes sortes de circuits électriques. Et voici les résultats obtenus. Sans vous présenter l'ensemble des circuits, je vais me concentrer sur qu'est-ce qui arrive au cerveau des experts par rapport aux novices lorsqu'on leur présente ce qu'on appelle ici des circuits naïfs. Donc, des circuits qui sont en accord avec des fausses conceptions. Et ce qu'on observe, c'est que plusieurs régions cérébrales sont plus activées chez l'expert que chez le novice, et notamment des régions du cortex préfrontal. On parle du cortex préfrontal dorsolatéral et du cortex cérébral ventrolatéral. Il y avait d'autres régions aussi qui étaient mobilisées, dont le cortex singulaire antérieur, mais on va se concentrer sur ceux-là parce que ce sont des régions qui sont spécifiquement en lien avec l'inhibition. À vrai dire, ce qu'on a fait, c'est on a examiné différentes recherches où on demandait aux participants d'inhiber leurs réponses. Et là, c'était des tâches en lien avec toutes sortes d'inhibitions, de l'inhibition verbale, de l'inhibition motrice, de l'inhibition même mathématique. Et à chaque fois, on remarquait que le cortex préfrontal ventrolatéral et dorsolatéral, et même souvent le cortex singulaire antérieur, étaient plus activés lorsque les gens devaient inhiber par rapport à quand ils ne devaient pas inhiber. Et ça nous amène à penser que les experts en sciences ont besoin d'activer davantage des régions associées à l'inhibition. Et pourquoi? Probablement parce qu'ils ont besoin d'inhiber, c'est-à-dire de contrôler ou bloquer les réseaux de neurones qui sont en lien avec de fausses conceptions, parce que ces réseaux de neurones-là n'ont pas disparu de leur cerveau. Donc, on a essayé d'aller plus loin, on s'est dit, OK, on a observé ce résultat-là en électricité, mais est-ce que c'est le cas de toutes les fausses conceptions qui sont souvent fréquentes dans l'esprit de l'élève? Alors, on a examiné si les experts en sciences ont aussi une fausse conception en électricité. Une fausse conception selon laquelle les objets plus lourds tombent plus rapidement. Alors, comme dans le premier cas, on a comparé l'activité cérébrale d'experts et de novices, mais cette fois-ci, on présentait des films de balles qui tombent et qui touchent le sol. Et ces films-là étaient parfois en accord, parfois en désaccord avec la conception selon laquelle les objets plus lourds tombent plus rapidement. Et lorsqu'on présente des stimuli dans lesquels les objets plus lourds tombent plus rapidement, on observe que pour répondre correctement, les experts ont besoin d'activer plus que les novices des régions cérébrales associées à l'inhibition, et on parle du cortex ventrolatéral et du cortex aussi dorsolatéral. Il y avait une région supplémentaire ici qu'on appelle la région très près du gyrus angulaire, une région du gyrus temporal milieu, puis aussi du gyrus occipital. Mais on se concentre ici sur l'inhibition. Donc, les résultats de cette recherche appuient l'idée que les conceptions en électricité ne changent pas, mais aussi les résultats en mécanique ne changent pas. Mais là, la question qui se pose, dans ce cas-là, est-ce que les experts en sciences ont-ils toujours des conceptions erronées dans tous les domaines scientifiques? Et il y a une recherche fascinante qui a demandé à des gens d'examiner certaines phrases, certaines affirmations et de dire si ces phrases-là étaient vraies ou pas vraies. Et on leur a présenté des affirmations dans toutes sortes de domaines. Et ce qu'ils ont observé qui est très intéressant dans la partie du bas de cette figure, la partie B, c'est qu'ils ont présenté des questions qui parfois étaient en accord à la fois avec les fausses conceptions, qui étaient en accord, je recommence, ça va être plus clair. Donc, ils ont présenté des affirmations
qui parfois demandaient de surmonter des fausses conceptions, donc de bloquer, de surmonter. Et ce qu'ils ont observé, c'est que dans ce cas-là, les gens ont besoin de plus de temps pour répondre plus efficacement. Et comme ces chercheurs-là se sont assurés que toutes les affirmations avaient le même degré de difficulté, ces auteurs-là, ces chercheurs-là disent que si les gens ont besoin de plus de temps pour répondre, c'est parce qu'ils doivent surmonter une certaine interférence qu'il y a entre leurs fausses conceptions toujours présentes dans leur cerveau et des conceptions plus scientifiquement valables. Et ce résultat-là tient à la fois pour le domaine de l'évolution, de la génétique, des ondes, de la mécanique, de l'astronomie et d'autres. Donc, ce qui laisse entendre que possiblement, les conceptions en électricité et en mécanique ne disparaissent jamais, mais qu'en fait, peut-être que les conceptions fréquentes des élèves ne disparaissent jamais de leur cerveau. S'ils disparaissent jamais, on peut se demander, qu'est-ce qui arrive à une personne qui perd la capacité d'inhiber? Est-ce que cette personne-là retourne à des fausses conceptions parce qu'elle n'est pas capable de bloquer, contrôler des mécanismes spontanés qui mènent à formuler des fausses conceptions? Et là, il y a des recherches qui ne sont pas parfaites, mais qui sont particulièrement intéressantes et qui pointent vers l'idée que oui, les gens retournent vers des modes de pensée qui sont non scientifiques. Par exemple, il y a une recherche qui a pris des patients atteints de la maladie d'Alzheimer et ce qui arrive avec les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, c'est qu'ils voient différentes fonctions cognitives régresser, y compris la capacité d'inhibition. Et ce qu'on observe chez ces gens-là, c'est une diminution de l'inhibition, oui, mais aussi c'est un retour à un mode d'explication, à des explications un peu enfantines sur les phénomènes naturels, des explications qu'on retrouve habituellement, surtout chez les jeunes enfants. Il y a d'autres recherches qui ont pris des adultes sains, c'est-à-dire des adultes qui n'avaient pas de maladie neurodégénérative, mais ils les ont forcés à répondre rapidement, à limiter le temps qu'ils avaient pour répondre à certaines questions. Et ce qu'ils ont observé, c'est lorsqu'on pose des questions en lien avec des fausses conceptions, donc des questions où il y a interférence entre des fausses conceptions et une réponse correcte au niveau scientifique, on remarque que les fausses conceptions reviennent. Plus fort encore, très très récemment, il y a quelques semaines, il y a une autre recherche qui est sortie qui a montré que non seulement des adultes retournent à de fausses conceptions, mais même que des scientifiques professionnels à qui on demande de répondre rapidement retournent à des fausses conceptions. Donc tout ça pointe assez solidement vers l'idée que les fausses conceptions ne semblent pas disparaître suite à l'apprentissage des sciences, ne semblent pas être effacées, ni même remplacées par quelque chose d'autre, mais semblent toujours présents dans le cerveau. Et il va falloir absolument inhiber ces fausses conceptions. Bon, c'est intéressant cette question-là de dire que les fausses conceptions ne changent pas, mais comment puis-je faire dans ce cas-là en tant qu'enseignant pour aider les élèves à inhiber leurs fausses conceptions? Et je ne vous cacherai pas qu'à l'heure actuelle, les recherches qui portent sur cette question-là sont très peu nombreuses. Je vais vous en parler de quelques-unes et vous parler aussi de quelques pistes, quelques hypothèses, quelques pistes d'intervention qui sont probablement susceptibles de favoriser l'inhibition des fausses conceptions, mais on en est encore à l'heure actuelle à un champ de recherche qui est encore en émergence, qui est encore en développement. Donc allons-y, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on enseigne les sciences? L'une des façons d'enseigner les sciences, c'est de confronter les élèves, de placer les élèves dans des situations où ils verront les anomalies, les difficultés ou les incohérences de leurs fausses conceptions. Tout ça, des informations qui vont entrer en contradiction avec leurs croyances, avec leurs préconceptions. Tout ça dans le but, bien sûr, de faire évoluer les conceptions. Il y a une recherche qui a porté là-dessus, indirectement, mais c'est quand même très intéressant, je trouve, pour vous de connaître cette recherche-là. Donc, qui a examiné
ben, quelle méthode de conflit cognitif au juste, est-ce que la méthode du conflit cognitif est une bonne méthode? Est-ce qu'elle mène à l'activation de régions cérébrales qui sont en lien avec l'apprentissage ou avec l'inhibition, bien sûr, des conceptions? Sans vous parler de l'ensemble de la recherche, qui était vaste, on va se concentrer sur la partie de gauche du graphique où il est question de théories plausibles, à vrai dire, qui sont en fait les conceptions. Donc, lorsque des gens ont des conceptions sur quelque chose, dans ce cas-ci, c'était une conception sur les mécanismes biochimiques en lien avec l'efficacité d'un médicament contre la dépression. Donc, c'est un exemple particulier, mais examinons qu'est-ce qui se passe lorsqu'on présente des données qui sont en accord avec les conceptions de ces participants-là. Et ce qu'on observe, c'est les régions en bleu. On voit notamment en haut à gauche le gyrus parahippocampique, donc tout près de l'hippocampe, qui est plus activé lorsqu'on présente des données qui sont en accord avec les conceptions. Et cette région-là est généralement associée à l'apprentissage et à la mémorisation. C'est ce qui fait dire aux chercheurs que cette région-là sert à que les participants, en fait, sont en train d'encoder l'information, les données qui sont présentées à l'écran, sont en train de les incorporer dans leur réseau de neurones, dans leur schème préexistant. Donc, OK. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'on fait faire un conflit cognitif? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on leur présente des données qui sont en désaccord avec leurs croyances? C'est comme un peu comme ça, on plaçait les élèves dans un contexte d'expérience de laboratoire où ils vont collecter des données et ces données-là vont être en contradiction avec leurs hypothèses, avec leurs attentes. Et ce qu'on observe, c'est différentes régions représentées en rouge. Il y a le cortex singulaire antérieur, des régions du cortex préfrontal et aussi une région qu'on appelle le precuneus. Mais il n'y a pas le cortex ventrolatéral très lié à l'inhibition. Et bien qu'il y ait le cortex singulaire antérieur et une région du cortex préfrontal, les auteurs semblent dire qu'ils ne mettent pas en place un processus qui mène à remettre en question ces fausses conceptions. Et pourquoi? Parce qu'ils disent que par leur cortex singulaire antérieur, ils détectent qu'il y a quelque chose de bizarre par rapport à ces données-là, mais au lieu de se mettre à réfléchir, à remettre en question leurs fausses conceptions, ils activent la région qu'on appelle le precuneus, et cette région-là est généralement associée à la relocalisation de l'attention. Donc, quand on se met à penser à autre chose, au moment où on fait ce changement de notre attention du sujet A au sujet B, cette région-là devient plus active. Donc, les chercheurs pensent que lorsqu'on met des participants dans un complexe de conflit cognitif, au lieu de se mettre à se concentrer sur les données présentées, ils vont plutôt considérer que ces données-là sont erronées, sont bizarres, et ils vont se mettre à penser à autre chose. Donc, ce qui voudrait dire pour les enseignants que si vous croyez qu'en faisant faire une expérience de laboratoire à vos élèves, expérience dans laquelle ils vont collecter des données et que ces données-là vont contredire leur conception, si vous croyez qu'ils vont, grâce à ce laboratoire-là, remettre en question profondément leur conception et commencer un processus de changement conceptuel, il est possible que vous vous trompiez. D'accord, cette recherche-là ne porte que sur une conception dans un cas particulier, donc il faut faire attention aussi. Peut-être que ce n'est pas la même chose dans les autres conceptions, mais tout porte à croire qu'il faut plus que ça. Qu'en fait, qu'une méthode basée sur le conflit cognitif n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais que si on pense que simplement présenter aux élèves des données qui sont en contradiction avec leurs croyances, qui vont se mettre à remettre en question leur conception, puis progressivement à mettre en place un processus de changement conceptuel, mais possiblement qu'on se trompe. Donc, ça ne serait pas suffisant de juste faire des petits conflits cognitifs ponctuels. Il faut en fait mettre une structure pédagogique plus complexe pour faire évoluer les conceptions. Une autre question qu'on peut se poser, c'est si faire un conflit cognitif n'est peut-être pas suffisant, ben, peut-être que je devrais juste enseigner
les conceptions scientifiques à mes élèves, c'est-à-dire je devrais juste leur enseigner les bonnes réponses au test. Et là, on a fait une expérience tout récemment par rapport à ça. On n'a pas fini d'analyser les données, donc il faut être très prudent au niveau de ce que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc l'interprétation n'a pas été validée non plus par des experts du domaine. Donc soyons prudents, mais c'est quand même intéressant d'examiner les résultats obtenus. Ce qu'on a fait, c'est on a fait faire un pré-test et un post-test à des novices en sciences. Dans un pré-test, les gens se trompaient systématiquement à des questions portant sur des circuits électriques, encore une fois. Et ensuite, on leur a présenté les réponses au test. Donc, on leur a dit pour ce circuit-là est incorrect, celui-ci est correct, puis ainsi de suite. Et tout de suite après, on leur a demandé de refaire la tâche dans l'appareil d'imagerie cérébrale. Et là, lorsqu'ils ont refait la tâche, comme ils savaient les réponses, ils se sont mis à formuler des réponses correctes au niveau scientifique, comme s'ils n'avaient plus de fausses conceptions en quelque sorte. Et la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'ils mettent en place une activité cérébrale liée à l'inhibition pour répondre correctement, compte tenu du fait qu'ils avaient, il y a quelques instants plus tôt, de fausses conceptions. Et les résultats qu'on a observés laissent entendre que non. Qu'à vrai dire, ce qu'on observe, il y a des régions cérébrales qui sont plus activées après par rapport à avant. Et ces régions sont notamment des régions du cortex préfrontal antérieur, mais on parle pas du cortex préfrontal ventrolatéral ni dorsolatéral. Mais, comme vous le voyez, on voit une région dont on vient juste de parler aussi, le précuneus, qui n'est pas lié habituellement à un processus d'attention complexe, mais qui est plutôt en lien avec relocaliser son attention. Et on a commencé à explorer la littérature de recherche par rapport à ça. Et peut-être que l'activation de ces régions-là laisse entendre que les élèves sont en fait de réciter par cœur des réponses apprises juste avant. Et qu'ils ne sont pas en train d'inhiber leurs fausses conceptions, mais ils sont en train d'analyser superficiellement la situation et ils répondent tout simplement à partir des réponses qu'ils connaissent par cœur. Donc, que le conflit cognitif n'est peut-être pas la meilleure approche du monde, ou du moins que ce n'est pas suffisant, mais aussi le fait de donner les bonnes réponses ou d'enseigner seulement les conceptions scientifiques, peut-être que ce n'est pas suffisant non plus. Donc, il va falloir examiner ces résultats-là attentivement. Notamment, il va falloir faire attention parce que là, on compare après et avant, mais les individus ont fait 2 fois le même test. Donc, est-ce que les régions activées ici sont tout simplement en lien avec le fait que le test est répété une deuxième fois et qu'il y a donc un effet d'habituation? Et on a des mesures de contrôle pour vérifier ça, mais nous n'avons pas encore à l'heure actuelle donc vérifié ces mesures de contrôle-là pour s'assurer que ce n'est pas juste un effet de la répétition qui est observé, mais bien un effet de la mobilisation de régions associées à la mémoire à court terme, donc non pas la mémoire de travail, mais bien la mémoire à court terme qui est mobilisée pour répondre correctement à ces questions-là. Donc, de nouvelles recherches seront nécessaires pour examiner sa question-là. Mais la question demeure, comment donc développer l'inhibition? Le conflit cognitif ne semble pas parfaitement efficace, le fait d'insister sur les bonnes réponses ne semble pas non plus très efficace. Il y a certains éléments de réponse, pas en sciences par exemple, il va falloir aller voir dans d'autres domaines, des domaines où des erreurs systématiques sont également commises, tout comme en sciences, et que ces erreurs systématiques-là s'avèrent difficiles à changer, à surmonter, tout comme c'est le cas dans l'apprentissage des sciences. Il y a une recherche portant sur les erreurs fréquentes de raisonnement logique. Donc, à un test de logique, les gens se trompent systématiquement et on a voulu apprendre, enseigner aux gens comment résoudre ce problème de logique-là et on le fait de 2 façons. D'une façon, on a expliqué logiquement, froidement, je dirais, aux gens comment résoudre le problème. Et on leur a demandé de distinguer les bonnes et les mauvaises réponses. Bonnes réponses qu'ils devaient placer dans un carré blanc et mauvaises à l'extérieur de ce carré blanc. C'est ce qu'on observe dans la partie B de cette figure-là, donc en bas à droite. Dans le deuxième groupe, on leur a enseigné par inhibition, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a fait 2 choses. D'abord, on a dit aux participants, faites attention. Il y a un piège dans cette question-là.
Et ce piège résulte de différents mécanismes dans votre cerveau qui vont faire en sorte que vous allez trop tenir compte des éléments, des noms qui sont mentionnés dans la question, dans l'énoncé du problème. Il va falloir faire attention à ça. Donc, on a fait en quelque sorte des alertes émotives en leur disant de faire attention. Et on a aussi entraîné les gens à identifier non seulement les bonnes et les mauvaises réponses, mais aussi les réponses qui sont des pièges et à les placer dans une partie hachurée, donc une feuille sur leur pupitre qui contenait un cercle blanc dans lequel on doit mettre les bonnes réponses, une partie hachurée où on doit mettre les réponses pièges, et bien sûr les fausses réponses à l'extérieur de ce carré-là. Et les résultats ont montré que lorsqu'on fait un enseignement par inhibition, non seulement les gens s'améliorent davantage à ce test de logique-là, mais qu'ils mobilisent des régions qui seraient en lien avec l'inhibition. Donc, pour répondre à ce test de logique-là, il faudrait inhiber une stratégie spontanée, une stratégie qui est perceptuelle, qu'on pourrait dire, où ils tiennent trop compte de ce qu'ils voient, les mots qu'ils voient dans l'énoncé du problème. Donc, de bloquer ça pour mettre en place une activité cérébrale qui va mener à répondre de façon logique à la question posée. Donc, cette idée-là d'un enseignement par inhibition, constitué d'une part d'alerte émotive, mais d'autre part d'un travail sur l'identification de réponses qui sont en quelque sorte des pièges, ces deux aspects-là semblent être porteurs. Malheureusement, à l'heure actuelle, ça n'a pas été testé dans le contexte de l'apprentissage des sciences. Mais on pourrait penser que ce serait bien qu'un enseignant fasse ça. Donc, de prévenir les élèves que certaines questions de sciences peuvent comporter des pièges, que ces pièges découlent de l'activation spontanée de régions dans leur cerveau et qu'il va falloir contrôler, faire un effort particulier pour contrôler ces réflexes spontanés-là. Donc, comme je le disais, d'une part, des avertissements émotifs et d'autre part, l'identification de réponses pièges. Donc, on a des éléments de réponse à l'heure actuelle, mais on aimerait aller plus loin, bien sûr, comme vous vous en doutez. Une des questions qu'on a, c'est il existe certains programmes d'intervention pédagogique pour développer la capacité d'inhibition. Et ces programmes-là ont surtout été développés dans le contexte d'un support, d'une intervention pédagogique avec des élèves qui ont des troubles de l'attention, parce que l'inhibition et l'attention sont très, très liés. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ces programmes d'intervention-là qui permettent de développer l'inhibition en général, est-ce que les gains au niveau de la capacité d'inhibition pourraient se transformer en gains au niveau de la compréhension conceptuelle de certains concepts? On ne le sait pas encore à l'heure actuelle. Aussi, on aimerait ça voir si les difficultés conceptuelles qu'ont certains élèves, qu'on dirait qu'ils n'arrivent pas à comprendre certains concepts scientifiques, qui disent tout le temps des choses qui sont juste intuitives, mais qui ne semblent pas capables de surmonter leur fausse conception, est-ce que ces difficultés conceptuelles-là ne seraient pas en lien avec une sous-activation, donc, ou si vous préférez, une hypoactivation de régions en lien avec l'inhibition? L'autre question qu'on pourrait se poser, c'est, on a vu qu'il y avait des recherches qui comparaient des experts et des novices, donc des experts qui ont une formation poussée en sciences avec des novices qui n'ont pas de formation poussée en sciences et donc qui n'ont pas un niveau d'apprentissage différent. Mais jamais encore on a examiné les effets directs de l'apprentissage sur le cerveau. Donc de prendre des participants et de les suivre sur plusieurs années pour voir la progression à la fois de la structure, mais aussi de leur fonctionnement de leur cerveau. Et on aimerait ça recruter des élèves à la fin de leur 5e secondaire, de prendre des images de leur cerveau, de les laisser faire tout un cégep, donc 2 années d'études en sciences, et de reprendre à nouveau des images de leur cerveau après, et bien sûr de comparer après et avant cet apprentissage poussé des sciences. On souhaite même dans un deuxième temps, aller plus loin, en conservant en gardant un suivi de ces élèves-là. C'est certains des élèves-là qui auront fini le cégep iront suivre une formation universitaire en sciences. Et là, on aimerait bien sûr, après ce baccalauréat en sciences,
reprendre une troisième fois des images du cerveau de ces élèves-là pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on apprend les sciences. On pourrait s'attendre peut-être que des régions associées à l'inhibition vont devenir de plus en plus efficaces, mais probablement qu'il y a d'autres mécanismes aussi. On pense notamment à une région qu'on appelle le gyrus angulaire droit, dont on n'a pas parlé durant cette présentation, qui serait peut-être en lien avec la capacité de faire le lien entre les questions posées et les connaissances antérieures. Donc peut-être cette région-là devient plus optimale au fur et à mesure qu'on apprend les sciences et qu'on arrive à répondre correctement à toutes sortes de questions scientifiques. Il pourrait même y avoir un lien entre l'inhibition et ce gyrus angulaire droit-là, mais tout ça, bien sûr, reste à établir au cours des prochaines années. Donc, en conclusion, que retenir de tout ce qui a été dit? Il y a eu plusieurs éléments, mais l'idée centrale, je vous le rappelle, c'était que les résultats pointent vers l'idée que les conceptions spontanées des élèves en sciences ne disparaissent peut-être jamais de leur cerveau. Et ce résultat-là, qui semble de plus en plus appuyé par des recherches très très récentes, mène à une conception complètement différente de l'apprentissage et de l'enseignement des sciences. Et ça, vous devriez repartir avec ça. Une conception dans laquelle apprendre les sciences, ce n'est pas bien sûr simplement accumuler de nouvelles connaissances, mais ce n'est pas non plus, comme on l'a pensé longtemps, qu'apprendre les sciences, c'est faire évoluer ces fausses conceptions-là, c'est-à-dire effacer ces fausses conceptions pour les remplacer par des conceptions plus scientifiques. À vrai dire, les résultats de ces recherches mènent à penser qu'apprendre les sciences, c'est d'abord et avant tout apprendre à inhiber ces conceptions spontanées qui disparaîtront jamais de leur cerveau. Et maintenant, au niveau des pistes d'intervention, est-ce qu'on pourrait faire un enseignement qui viserait l'inhibition et qui aiderait donc les élèves à faire évoluer leur conception? À ce sujet-là, comme je vous l'ai dit, les résultats sont très, très préliminaires, mais il semblerait que seulement le conflit cognitif, ça ne soit pas la meilleure approche, seulement un enseignement des bonnes réponses, ça ne soit pas la meilleure approche, et peut-être que des alertes émotives combinées à l'identification de réponses pièges serait une bonne approche. Je vous propose, en conclusion, une autre approche qui me paraît vraiment, vraiment fondamentale. Et c'est une approche dans laquelle on ferait des allers-retours constants entre les conceptions, préconceptions des élèves et les théories scientifiques qu'on enseigne. Je vous explique. Souvent, lorsqu'on veut enseigner les sciences pour faire évoluer les conceptions, on va accorder beaucoup de temps lors de notre séquence pédagogique, notre séquence d'enseignement, beaucoup de temps au début aux fausses conceptions. On va demander aux élèves d'expliciter leurs conceptions, on va les placer dans un contexte de conflit cognitif, et par la suite, on ne discute plus vraiment de ces fausses conceptions-là, on insiste davantage sur les théories, les concepts, les lois scientifiques qu'on doit apprendre. Mais si les fausses conceptions ne disparaissent jamais, ça veut dire qu'il y a constamment dans le cerveau une lutte entre l'activation des fausses conceptions et l'activation des conceptions plus scientifiques qu'on a enseignées en classe. Et que cette compétition-là n'est jamais complètement gagnée par les conceptions scientifiques. Et alors, on devrait faire des allers-retours entre les fausses conceptions et les conceptions, non seulement au début de la séquence d'enseignement, mais tout au long de l'enseignement, en fait, d'un certain sujet. Des allers-retours où on va comparer constamment les fausses conceptions. Donc, quelles sont les similitudes entre les fausses conceptions et les conceptions scientifiques, mais quelles sont aussi les différences? Et on va y revenir à plusieurs reprises au cours du parcours scientifique. Donc, au cours, bien sûr, d'une séquence d'enseignement, mais on pourrait aller plus loin. On va y revenir plusieurs fois au cours du parcours de formation scientifique, donc à différentes années d'études, et que ce n'est qu'avec ce travail constant, aller-retour constant entre les fausses conceptions et les théories scientifiques, que progressivement, les fausses conceptions ne disparaîtront pas, mais vont être de plus en plus facilement contrôlées, bloquées, grâce au travail actif d'inhibition de vos élèves. Donc, j'espère que ça vous a intéressé, que ça va vous ouvrir, que ça vous amène une nouvelle conception de ce qu'est l'apprentissage et l'enseignement des sciences. Et j'espère aussi que vous saurez mettre à profit les quelques pistes d'intervention que nous avons jusqu'à présent.
Donc, merci beaucoup de votre attention.